Parce que on est en retard de 10 minutes. Ok, bonjour. Donc, on va commencer cette séance. Vous arrivez à voir les slides? Oui, monsieur. Oui. C'est parfait. Donc, on va voir maintenant, là, on va continuer toujours dans le troisième chapitre et dans la troisième partie de ce chapitre. Donc, on a déjà parlé qu'il existe des solutions de sécurité active et des solutions de sécurité passive au niveau des réseaux. Et on a parlé premièrement sur les solutions basées sur le concept de filtrage. On a vu le filtrage IP, la segmentation, le relayage IP. Mais il existe le deuxième type de solution. Ce sont les solutions qui sont basées sur des mécanismes cryptographiques tels que le chiffrement, le hachage, la signature numérique. Et finalement, il existe des solutions d'authentification pour le contrôle d'accès au réseau. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux mécanismes cryptographiques parce qu'une grande majorité des protocoles de sécurité sont basés sur la cryptographie et même aussi les solutions d'authentification telles que Kerberos se basent sur des concepts cryptographiques. Il faut savoir que la cryptographie, elle est partout. Normalement, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu le terme cryptographie? Bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler sur la cryptographie, sur la cryptologie ou bien la crypta-analyse? Oui, monsieur. Oui, monsieur. La cryptographie. Qui n'a jamais entendu ce terme? Je connais le terme cryptographie ou bien cryptologie. Donc c'est bien. Donc, il faut savoir que les solutions cryptographiques, ce sont les mécanismes de sécurité les plus implémentés dans les outils, dans les solutions de sécurité ou bien dans les protocoles sécuritaires. Et principalement, l'objectif de la cryptographie qu'on va expliquer par la suite, c'est de garantir la confidentialité parce que l'utile est le mécanisme numéro 1 qui permet de garantir la confidentialité. Ce sont des mécanismes cryptographiques, à savoir le chiffrement. On va parler sur les différents types de chiffrement. Il permet aussi de garantir l'intégrité. Donc, la cryptographie propose des mécanismes qui permettent de garantir l'intégrité. Aussi, la cryptographie propose des mécanismes qui permettent de garantir l'authentification et finalement des mécanismes pour garantir la non-répudiation. On le trouve partout, par exemple dans les communications réseau sécurisées, dans les trafics réseau, les VPN, le IPsec, le SSL-TLS, tous ces protocoles utilisent la cryptographie pour sécuriser les communications réseau, pour le trafic web tel que HTTPS. On le trouve aussi dans la sécurisation des trafics réseau sans fil, par exemple dans les réseaux WLAN, Wireless LAN, un exemple de protocole qui se base sur des mécanismes cryptographiques. Nous avons le WebPA2 et le WebPA3. Dans la sécurité du GSM, par exemple le protocole A5, dans la sécurité des Bluetooth, ainsi de suite. Aussi, on le trouve dans le chiffrement des fichiers sur disque. Par exemple, on a le fameux Encryption File System. Nous avons aussi des outils tels que TrueCrypt, ByteLogger de Windows et d'autres outils. On a aussi la protection du contenu. On peut utiliser la cryptographie pour protéger les contenus dans des DVD ou bien des Blu-ray. Nous avons des systèmes tels que le Content Scrambling System qui se base sur des mécanismes cryptographiques pour protéger des contenus qui sont sur des DVD afin d'éviter d'écrire des choses ou bien d'ajouter des informations sur des DVD ou bien des Blu-ray. Aussi des systèmes tels que l'Advanced Access Control System, toujours pour des raisons de protéger le contenu.
On trouve aussi les mécanismes cryptographiques dans les protocoles d'authentification. Par exemple, le cas de Kerberos, il utilise les concepts de cryptographie symétrique. Et aussi un protocole qui est très célèbre, le TACAS-S+, qui est un protocole qui utilise aussi les notions de cryptographie. Nous avons aussi une technologie qu'on parle énormément ces dernières années, donc le blockchain, donc une technologie qui a beaucoup d'applications et parmi les applications les plus célèbres, actuellement on trouve les crypto-monnaies ou bien on parle des monnaies cryptographiques. Donc, le plus célèbre, et je pense que vous avez déjà entendu ce nom, le Bitcoin. Donc, le Bitcoin et déjà le blockchain, il se base sur des mécanismes et des technologies cryptographiques, en particulier des fonctions de hachage. Ça veut dire qu'on peut voir que la cryptographie a un nombre indispensable, un très très grand nombre d'applications et c'est pas possible de parler de la sécurité informatique sans parler sur le sujet de la cryptographie. On va parler un petit peu, je vais donner bref, petite histoire de la cryptographie. C'est normalement, est-ce que cette science, parce que la cryptographie, c'est une science déjà qui appartient à la science de la cryptologie. C'est une discipline qui est très très ancienne. Il y a des gens qui disent que l'histoire de la cryptographie remonte à 1900 avant GC. Ça veut dire c'est un art et c'est une science qui est très ancienne. Mais en réalité, depuis quelques vingtaines d'années, on voit que plusieurs technologies modernes de cryptographie sont vues le jour. Il y a des gens, et surtout on est fiers que des savants musulmans ont participé à le développement de l'histoire de la cryptographie. On parle du grand savant musulman Al-Kindi, donc qui est considéré comme l'un des pères de la cryptographie ancienne. Il y a aussi d'autres savants qui ont participé au développement des quelques de la science de cryptographie, à savoir Ibn Durayhim, Al-Adlan, Al-Mawsili ont contribué au développement de la cryptographie. Mais pour savoir vraiment plus sur l'histoire, parce qu'on n'a pas assez de temps pour traiter l'histoire de la cryptographie en détail, donc je vous recommande, si les gens qui sont intéressés, les étudiants qui ont vraiment intéressé, de lire un très très intéressant livre qui est une référence qui parle sur l'histoire de la cryptographie, les grands moments de ce science, d'un livre qui s'appelle The Code Breaker. Donc c'est un livre qui a été écrit par David Khan. Parmi les plus anciennes algorithmes, on peut dire, de chiffrement, on trouve l'algorithme ou bien le chiffrement de César. C'est quoi cet algorithme et comment il fonctionne? Donc, tout simplement, il s'agit ici de décaler chaque caractère par un nombre déterminé. Parce que chiffrer, on va parler sur la notion de chiffrement, que le chiffrement, c'est une science qui permet de cacher les informations en clair. Au départ, donc, le chiffrement de César a pensé d'un algorithme qui permet de décaler chaque caractère par un nombre déterminé. Donc, un nombre, par exemple, on prend le cas des caractères de la langue française. Par exemple, on a un clé qui est un nombre de décalage égal à 3. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça veut dire, si vous avez un message ABC, à la place d'écrire le ABC, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le A, on a un décalage de 3, alors on va écrire, à la place d'écrire le A, on a la lettre D. Pour écrire la lettre B, à la place d'écrire B, on va écrire la lettre E. À la place de la lettre C, on va écrire le F, ainsi de suite. Ça veut dire à chaque fois, on a un décalage de 3. On va prendre un petit exemple ici. مثلا ناخذ le cas la donnée chiffrée. Vous avez une donnée chiffrée FBE HUHGX
Et on demande quelle est la donnée en clair, ça veut dire quelle est l'information qui a été envoyée. En général, en appliquant ce principe, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire pour chiffrer, normalement, on va décaler à 3. Mais pour déchiffrer, on va faire l'opération inverse. Ça veut dire on va se décaler à 3. On va نرجعوا C1 B2 وكنوصلوا ل A. Ça veut dire إلا كان عندنا مثلا la lettre D chiffrée, كنعرفوا بأن la lettre originale اللي كانت في l'information c'était le A. En appliquant ce principe, si nous avons une donnée chiffrée, le F, B, E, H, U, H, G, X, le F, ça veut dire en décalage de 3. Normalement, 1, 2, 3, ça veut dire on a la lettre C. Pour le B, nous avons normalement, donc nous avons le B. Qu'est-ce qu'on a? Normalement, on a le Y. Pourquoi? Parce que quand on dit le A, c'est 1. On va revenir en arrière, normalement, la dernière lettre. Donc c'est X. Et quand on se c'est Y. C'est pour cela le décalage inverse de B, qui atteint le clair de B, c'est Y. Pour le E, par exemple, ici le E, on va se décaler 1, 2, 3, et ça va nous donner la lettre B, ainsi de suite. Ça veut dire, ça c'est un exemple des types de chiffrement qui a été historiquement utilisé. Mais malheureusement, ce genre de chiffrement de César et aussi les chiffrements qui se basent sur des techniques de substitution, ce sont des techniques qui sont cassables. On peut facilement comprendre la procédure. C'est pour cela que la majorité des algorithmes qu'on va présenter dans ce cours, les algorithmes modernes, sont basés sur des fonctions mathématiques, ça veut dire qui sont très très difficiles à deviner. Il faut noter aussi que au niveau du modèle OSI, on a dit qu'il existe plusieurs protocoles réseau et au cours du développement de la sécurité et des concepts de sécurité, les experts en sécurité informatique, ils ont proposé des protocoles alternatifs afin de sécuriser les différentes couches du modèle OSI. Donc, on trouve qu'il existe plusieurs protocoles sécurisés. Maintenant, dans la couche application, on trouve le protocole célèbre SSH, qui est une alternative pour le protocole Telnet, FTP et d'autres protocoles. Nous avons le protocole BGP. Nous avons le X509, qui est un type de certificat numérique. Nous avons le IKE. Donc, le IKE, c'est Internet Key Exchange. Le ISA KMP. Au niveau de la couche scission, nous avons le célèbre protocole SAC, qui permet aussi de renforcer la sécurité. Au niveau de la couche transport, on trouve le protocole SSL et aussi le protocole TNS et S-Tunnel. Mais actuellement, le protocole le plus utilisé dans la couche transport, c'est TLS, puisque déjà SSL, c'est un protocole qui est cassable actuellement. Donc, on utilise le protocole TLS, qui est le standard de la sécurité de la couche transport. Au niveau de la couche réseau, ou bien la couche network, on utilise, à la place d'utiliser le protocole IP qui ne permet pas de garantir la confidentialité des communications, l'authentification des communications et l'intégrité, il y a la proposition du protocole IPsec, donc c'est le protocole standard pour la sécurisation de la couche réseau. Au niveau aussi de la couche liaison, il y a plusieurs propositions de protocoles. Par exemple, nous avons le protocole CHAP, le Challenge Authentication Protocol. Il y a aussi le PPTP, le Point-to-Point Tunnel Protocol. Il y a le Layer 2 Framing Protocol, Layer 2 Tunnel Protocol. Il y a aussi le WEP, c'est un protocole qui est utilisé dans les réseaux sans fil. Le WEP, ça veut dire le Wire Equivalent Privacy. Il y a aussi le WPA2, le Wireless Protected Access. C'est un protocole de chiffrement qui est utilisé au niveau et de contrôle d'accès pour les réseaux à sans fil qui est utilisé dans le réseau locaux. On trouve aussi le SCP, le EAP, et où il y a aussi les protocoles du VPN, ça veut dire qui permet de mettre en place un virtual private network ou bien un réseau virtuel privé.
Ça veut dire, vous remarquez qu'il existe un ensemble de protocoles sécurisés et qui permet d'offrir des alternatives sécurisées au protocole réseau non sécurisé. مثلا بالنسبة للبروتوكول IP كنلقاو la version ديالو sécurisée c'est le protocole IPsec. Le protocole Telnet كنلقاو à la place d'utiliser Telnet, c'est mieux d'utiliser le protocole SSH. On a le protocole DNS, mais il existe une version sécurisée qui est basée sur des mécanismes cryptographiques, à savoir le DNS-SEC. Il y a pour le protocole HTTP, il y a la version de sécurisée, c'est le protocole HTTPS, ainsi de suite. En général, toujours dans la sécurité des réseaux, il est fortement recommandé et indispensable d'utiliser les alternatives sécurisées. Ça veut dire dans une architecture et dans un concept de sécurité, chaque fois, il est possible d'utiliser un protocole sécurisé, c'est préférable. Sinon, on a déjà vu que le modèle de menace de la sécurité des réseaux, à n'importe quel réseau, il y a les menaces d'interception, il y a les menaces de deny of service, il y a plusieurs menaces. Ça veut dire afin d'éviter et de minimiser ces menaces, à chaque fois on trouve qu'il est possible d'utiliser un protocole ou bien une version qui est sécurisée d'un protocole réseau, donc il est préférable d'utiliser cette version sécurisée. Est-ce que c'est clair ce point concernant les versions sécurisées des protocoles réseau? À chaque fois, vous êtes dans une situation et vous voulez garantir une communication réseau sécurisée, il faut toujours chercher quelle est la version sécurisée de protocole. Il faut toujours éviter d'utiliser, parce que tous ces protocoles, soit le protocole IP, Telnet, DNS, HTTP, ce sont des protocoles qui envoient des informations en clair. Ça veut dire n'importe qui, il peut faire l'interception, n'importe qui, il peut modifier ses messages, n'importe qui, il peut faire et attaquer ces protocoles. Mais au minimum, quand vous utilisez le IPsec ou bien le SSH, DNS, HTTPS et des versions sécurisées, au minimum, vous êtes au minimum, vous avez respecté, on peut dire, le strict minimum de la sécurité et vous êtes garanti que votre communication réseau, elle est sécurisée. C'est clair ce point? Oui, monsieur, oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions? C'est parfait. On passe maintenant à quelques terminologies ou bien des termes qui sont utilisés dans le domaine de la cryptographie. Il faut savoir déjà que le domaine de la cryptographie est là déjà un domaine, c'est une partie de la cryptologie. Donc la cryptologie est la science de secret. Il englobe ou bien il se compose de la cryptologie et de la crypta-analyse. C'est quoi la crypta-analyse? Donc tout simplement la cryptographie, il va s'intéresser à la conception des algorithmes de chiffrement, des algorithmes qui permettent d'assurer la confidentialité, l'intégrité, la non-répudiation. La crypta-analyse, c'est la science ou bien la discipline qui consiste à étudier et analyser les protocoles cryptographiques pour en trouver leurs faiblesses ou bien pour prouver leur sécurité. On a aussi la cryptographie. Quand on parle de la cryptographie, c'est une discipline, comme j'ai dit, qui permet de concevoir et de donner les moyens et les algorithmes de transformation de données dans le but de cacher leur contenu, d'empêcher que leur modification passe inaperçue, ça veut dire afin de garantir l'intégrité, et ou d'empêcher leur utilisation de façon non autorisée. Ça veut dire on a la cryptologie qui est la science mère et qui englobe à la fois la cryptographie et la crypta-analyse. Maintenant, on parle aussi d'un terme qui est très très utilisé
au niveau de la cryptographie, c'est le chiffrement. Ça veut dire quoi, chiffrement? C'est tout simplement, on va prendre un texte qui est clair, une information qui est claire, et on va utiliser un algorithme de chiffrement, ok, qui va nous générer une sortie ou bien un output. L'output dialogue ou bien la sortie dialogue كتكون une donnée qui est non claire, يعني كتكون une donnée qui est chiffrée ou bien une information non chiffrée. Et en général, les algorithmes modernes de chiffrement se sont basés sur des clés secrètes. Donc un mécanisme, donc le chiffrement c'est un mécanisme cryptographique qui consiste à appliquer un algorithme mathématique. En général, les algorithmes de chiffrement, ce sont des algorithmes à base sur des concepts mathématiques, généralement paramétrés par une clé de chiffrement à des données en clair. On va prendre des données en clair, intelligibles, pour les transformer en deux données chiffrées ou bien un temps inintelligibles. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en format clair. Le déchiffrement, c'est tout simplement la procédure inverse. Ça veut dire qu'on va prendre la donnée chiffrée ou bien le message qui est envoyé chiffré. On va utiliser une clé de déchiffrement et un algorithme de déchiffrement pour sortir là, pour avoir la version claire ou bien la version intelligible du message original. Ça veut dire on a chiffrement, ça veut dire on va chiffrer un donné, ça veut dire rendre illisible ou bien chiffrer des informations en utilisant des algorithmes mathématiques et en général un algorithme de chiffrement qui va rendre illisible pour les gens qui ne sont non autorisés et qui n'ont pas accès à la clé de chiffrement. Ça veut dire seules les personnes qui ont cette clé secrète de déchiffrement, ils peuvent lire le message. Sinon, c'est impossible. Normalement, l'objectif d'un n'importe quel algorithme de chiffrement, c'est rendre impossible de déchiffrer un message qui est déjà chiffré par un algorithme de chiffrement. Il y a aussi, on parle du concept ou bien du terme décryptage. Ça veut dire quoi? Décrypter. Normalement, c'est de reconstituer ou bien d'avoir, on a normalement un message qui est chiffré et l'objectif, c'est de reconstituer la donnée origine ou bien le message original en clair en tentant de casser la donnée chiffrée ou l'algorithme cryptographique. Ça veut dire en général, l'opération de décryptage elle est réalisée par des crypta-analystes ou bien des attaquants, les des crypta-analystes. Les attaques en général, les attaques cryptographiques, le terme dialome, c'est des attaques crypta-analystes. En général, le décryptage, ça veut dire quoi? On va essayer à partir d'un message qui est chiffré d'avoir le texte en clair, mais l'attaquant normalement n'a pas la clé secrète. Ça veut dire que l'attaquant la clé secrète, mais l'attaquant il va essayer de trouver une manière, une porte dérobée afin de casser la sécurité de l'algorithme. Vous entendez et vous trouvez aussi la notion de cryptage. Maintenant, le crypter une donnée ou bien en général, on trouve quelques documents sur Internet, mais normalement, cette notion n'existe pas. راهي منين كنديرو باسكو كيترجموها بالفرنسيه encryption وكيتسحبهم سي سا لو كريبتاج وكنلقاوها ميم في دي دوكيومون كي سون un nombre important de documents sur l'internet, mais en réalité le terme exact pour dire encryption en français c'est le chiffrement, c'est pas le terme cryptage. Donc c'est clair cette différence entre c'est quoi chiffrement, le déchiffrement, le décryptage, la crypta-analyse. Oui, c'est vrai. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est parfait. Comme j'ai dit, une personne qui réalise un décryptage, en général, on l'appelle un crypta-analyste. C'est un attaquant, non. Il peut être un attaquant ou bien un expert de sécurité. L'objectif dialogue, c'est quoi? Ça veut dire de voir la sécurité ou bien d'évaluer la sécurité de l'algorithme de chiffrement pour voir vraiment
est-ce qu'il est possible d'avoir le texte en clair sans avoir la clé secrète. La signature numérique, donc une signature numérique, بحال le cas ديال la signature ديالنا اللي كنديروها في les documents. Donc qu'est-ce qu'il permet de garantir une signature numérique? فاش كتكتب مثلا كتجي كتمشي لا بنك ولا vous êtes dans n'importe quel établissement, vous rédigez un contrat, à la fin de contrat, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une signature. L'objectif de cette signature, c'est de garantir l'authentification, bien l'authenticité de l'auteur, qui va authentifier l'auteur. Et aussi l'objectif du signature numérique, il permet aussi de garantir l'intégrité d'un document. On va voir qu'en utilisant des algorithmes de signature numérique, il est possible d'envoyer le document, ok, avec normalement un algorithme, on utilise un algorithme de signature en utilisant une clé secrète. À la réception, on va envoyer au niveau dans un réseau le document et aussi la signature. En général, on va voir que la signature, il va se baser sur une clé privée. Par la suite, on va parler sur la notion de clé privée et clé publique. Donc, avec une clé qui est secrète et un message en entrée, on obtient une signature en sortie. Et à la fin, on peut envoyer le document plus la signature numérique qui permet de faire quoi? Qui permet de garantir à la fois l'intégrité du document et aussi permet d'authentifier l'auteur de ce document. Il y a aussi la procédure de vérification de la signature. Donc, après la réception du document et de la signature, elle est indispensable de vérifier est-ce que nous avons une signature qui est valide ou bien non. Pour s'assurer que la donnée d'origine n'a pas été modifiée et que son auteur est authentifié. Et pour cela, on utilise une clé publique, la signature et le message en entrée. On obtient un verdict, soit OK, soit la signature elle est valide ou bien il n'est pas valide. On va voir par la suite que le concept de la clé privée et le concept de la clé publique, ce sont deux concepts de la cryptographie asymétrique et on va discuter leur fonctionnalité. Ce qui nous intéresse ici dans la signature numérique, qu'une signature numérique a pour objectif de garantir l'intégrité du document et aussi d'authentifier l'auteur d'un document ou bien d'un message ou bien d'une donnée échangée d'une manière qui est numérique. Si on peut classifier les algorithmes de cryptographie, en général, on peut classer ces algorithmes en trois grandes classes. La première classe, il est basé sur la cryptographie à clé partagée, appelée aussi symétrique. Donc, c'est la partie ou bien c'est la classe de cryptographie la plus ancienne. Ça veut dire depuis la naissance de la cryptographie ancienne, toujours, ça c'est le premier type à base d'un clé qui est partagé. Les deuxième type, nous avons la cryptographie asymétrique ou bien à clé publique. C'est une cryptographie qui est moderne. Normalement, il a vu seulement le jour en 1977 avec un algorithme célèbre de Diffie et Hellman. Donc, on peut dire, c'est une cryptographie, on peut dire moderne. Et la deuxième, bien la troisième catégorie de cryptographie, c'est la cryptographie sans classe. En particulier, donc c'est un type de cryptographie qui ne se base pas sur la notion de la clé de sécurité. En particulier, on trouve dans cette catégorie les fonctions de hachage. On va voir par la suite qu'au niveau de la cryptographie à clé partagée ou bien la cryptographie symétrique, nous avons deux catégories, le chiffrement par bloc et le chiffrement par flow. On va voir qu'au niveau de la cryptographie asymétrique ou bien à clé publique, il existe plusieurs types qu'on va discuter par la suite. Et en particulier, la majorité des algorithmes à cryptographie, ils sont basés sur des mécanismes
et des concepts mathématiques. On va voir par la suite qu'un algorithme très célèbre, la cryptographie asymétrique, à savoir le ERSA, elle est basée sur le concept ou bien le problème mathématique de factorisation. Il y a aussi un algorithme très célèbre, le Diffie-Hellman, qui se base sur le problème de logarithme discret. Et dans cette catégorie de clés privées, on peut trouver les signatures digitales, bien les signatures numériques qui permettent d'utiliser les concepts de la cryptographie asymétrique et aussi les concepts de cryptographie symétrique. On parle sur la première catégorie, la cryptographie symétrique. علاش كنسميوها asymétrie? Parce que normalement, nous avons un clé qui est partagé entre deux entités ou bien plusieurs entités. L'objectif de ce type de cryptographie, il permet à un émetteur d'utiliser la même clé secrète pour le chiffrement et le déchiffrement. Ça veut dire que nous avons au niveau de la procédure de chiffrement la même clé qu'on utilise la partie ou bien l'opération de chiffrement. Ce type ou bien cette catégorie de cryptographie, il se compose du chiffrement ou bien de la cryptographie à base du chiffrement par bloc, qu'on appelle en anglais le Blake Sphere, qui se base sur le découpage des données à chiffrer en blocs de taille généralement fixe. L'exemple le plus célèbre actuellement, c'est l'AES, l'Advanced Encryption Standard. Nous avons aussi le DES, le triple DES, le TOFISH. Mais actuellement, le standard pour faire le chiffrement par bloc, c'est l'utilisation du protocole AES. La deuxième sous-catégorie, c'est le chiffrement à flot, appelé aussi chiffrement en continu. En anglais, c'est le stream cipher. Donc, ce type d'algorithme, il va traiter les données de longueur quelconque et n'ont pas besoin de découper les données en blocs. À la différence, مقارنة مع chiffrement par bloc, chiffrement par bloc, مثلا كي يكون عندنا un message, on va le découper en sous-messages. مثلا le sous-message 1, sous-message 2, et on va chiffrer bloc par bloc. Au niveau du chiffrement par flot, on va chiffrer en continu. C'est pas en séparant les données. Chaque type de chiffrement par bloc ou bien chiffrement à flot a des avantages et des inconvénients. Les exemples les plus célèbres des algorithmes de chiffrement par flot, ce sont RC4, le SAL-SAVIN. Et en général, les chiffrements par flot, ce sont des algorithmes qui sont très très rapides par rapport aux algorithmes de chiffrement par bloc. Et dans plusieurs technologies sans fil, soit les réseaux Bluetooth, soit dans les réseaux GSM, soit dans les réseaux de type génération 4 ou bien génération 5, on préfère d'utiliser les techniques de chiffrement à flot. On va voir un exemple qui utilise ce concept de chiffrement par flot. Normalement, si nous avons deux entités ou bien deux personnes, Alice et Bob, qui désirent communiquer, donc Alice et Bob, ce sont deux personnalités très très célèbres pour la science de la sécurité. Donc, si Alice désire communiquer d'une manière chiffrée avec Bob, normalement, les deux doivent avoir un clé qui est secrète, un clé qui est partagé entre Alice et Bob. Quand Alice désire envoyer une information à Bob, il va utiliser un algorithme de chiffrement avec une clé secrète afin d'avoir la donnée en format chiffré. Et il va envoyer cette donnée en format chiffré à l'utilisateur Bob. À l'arrivée de cette information, ou bien de cette donnée, ou bien de ce message, qu'est-ce qu'il va faire Bob? Il va utiliser sa clé de chiffrement et de déchiffrement, donc la clé secrète, et un algorithme, donc le même algorithme qui est réalisé l'opération inverse pour avoir le texte en clair.
Est-ce que c'est clair ce concept de la cryptographie symétrique? La cryptographie symétrique, il va se baser sur une clé secrète. La clé secrète, il sera partagée entre deux entités qui désirent communiquer d'une manière sécurisée. OK? Et cette clé, il sera utilisée dans l'opération de chiffrement. Et la même clé, il sera utilisée dans l'opération de déchiffrement. Comme ce concept, est-ce que c'est clair? OK. À votre avis, quel est le problème de ce type de cryptographie? Vous avez un système, normalement. Monsieur, Oui. le problème, c'est que comment les deux personnes, Alice et Bob, partagent la clé aussi. Je connais c'est qui? Hicham Dalil. OK, Hicham Dalil. OK. Est-ce que vous pouvez m'expliquer plus? علاش هذا إشكال؟ علاش هذا مشكل؟ Le partage de la clé. Pourquoi ça c'est un Donc, problème? comment ils vont partager la clé sans que خاصهم يكونوا قرابة كونتاكتاهم. اما الا كانوا بعاد مثلا كيفاش غادي يبارطاجيو لا كلي الا كانت الكلي معروفه ودازت الا كان شي هاكر ولا هادي راه غادي يعرفها حتى هي. Exactement. Ça veut dire normalement la problématique de base, surtout dans les réseaux ouverts, si Alice connaît Bob, quand vous avez le cas, toujours le secret, le concept de le secret, quand vous avez votre carte bancaire, ملي كيخرج لك le code ديال هذيك la carte bancaire. كيفاش كدير تا كتمشي تشد هذاك le code normalement carte bancaire, il y a un code et il y a aussi la carte. يعني واش كيخصك tu dois contacter la banque directement ولا كيصيفطوه ليك ولا comment cela fonctionne. ضروري خصك تكونتاكتي لا Tu dois بانك ou bien contacter la l'agence. banque. ما كيصيفطوش. Non, impossible. خصك تجي تشد لا كارت ديالك. Pourquoi? Ça veut dire ça, c'est parce que ça c'est normal, c'est un clé secret. Normalement c'est quelque chose secret. Les normalement كيخصنا ضروري نديرو une canal de communication sécurisé. علاش كيخصك تجي؟ لأن ça c'est un canal de communication sécurisé. إلا جيتي كيخصك تجيب لا كارت ناسيونال باش كنعرفوك شكون انت بعدا ليدونتيتي ديالك. عاد tu vas signer et tu vas prendre. وشنو كيقولوا لك من بعد؟ أول مرة كتستخدم لا كارت. Vous avez le droit, vous pouvez changer. Oui, tu veux changer, tu veux voilà, changer changer des informations votre... sensibles. Exactement, pour changer votre code secret. La problématique ici, si on a un réseau qui est fermé, on peut faire cette opération. Les clés, on peut partager les clés d'une manière qui est sécurisée. Mais si nous avons un réseau qui est ouvert par Internet et les applications d'Internet, comment on peut communiquer d'une manière sécurisée? Alice, en général, peut-être un client, un browser, un navigateur web, et Bob, peut-être c'est un serveur web. En général, Internet, on n'a pas la capacité d'échanger parce que c'est un réseau qui est public. Alors, c'est impossible d'échanger d'une manière sécurisée une clé qui est partagée en utilisant les concepts de la cryptographie symétrique. Et ça, c'était un grand enjeu la cryptographie. Ça veut dire ça, c'était vraiment un très grand problème. Comment on peut résoudre cela? Et surtout, comment on peut distribuer ou bien partager la clé en utilisant un réseau public tel que Internet. Et heureusement, la fin des années 80, il y a un travail qui était très très célèbre, travail de Diffie et Hellman, qui ont présenté un papier scientifique qui a présenté les bases de la cryptographie asymétrique en proposant un système qui permet de résoudre ce problème de l'échange de clés. Comment on peut échanger les clés de chiffrement
l'idée de base de ces systèmes, ça veut dire à la place d'utiliser un système cryptographique à base d'une clé secrète, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un paire de clés, bien une paire de clés différentes, une publique et l'autre privée. C'est quoi le rôle de la clé publique? Comme le nom indique, c'est une clé. Les ممكن أي واحد يقدر يعرفها. Ça veut dire tout le monde peut connaître cette clé. C'est pas problème. Je peux l'envoyer sur Internet. Je peux donner à n'importe qui. C'est pas problème. La connaissance de cette clé ne pose aucun problème à la sécurité d'un algorithme de chiffrement asymétrique. Et il y a aussi la clé privée ou bien la clé secrète qui doit être personnelle. Il y a une clé. Ça veut dire la sécurité d'un algorithme qui se base sur la cryptographie asymétrique, elle est basée sur la sécurité de cette clé ou bien la protection de cette clé. Ça veut dire je ne dois jamais envoyer une clé qui est privée d'un serveur ou bien d'une entité à n'importe qui. Ça veut dire la sécurité d'un système à base de la cryptographie asymétrique, elle est basée sur la clé privée. C'est bien maintenant, on a un système, l'idée de base dialogue, à la place d'utiliser une seule clé, au niveau de chiffrement et au niveau de déchiffrement, maintenant, on va utiliser la notion de paire de clés, ça veut dire une clé publique et une clé privée. Mais comment on va utiliser ce concept-là? Principalement, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, puisque les clés publiques se sont connues, on peut utiliser une base de données ou bien une infrastructure publique dans laquelle n'importe quelle entité il peut stocker sa clé publique. Et quand je désire, par exemple, communiquer avec une entité, je vais chercher sa clé publique. On prend le cas suivant. Alice il désire communiquer avec Bob d'une manière confidentielle en se basant sur le concept de la cryptographie symétrique. Qu'est-ce qu'il va faire Alice? Alice, il va chiffrer le message avec la clé publique de Bob. Donc Alice, il va prendre un texte en clair qu'il désire envoyer à Bob. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre la clé publique de Bob et il va l'utiliser pour chiffrer un message. Déjà, la clé publique, c'est une clé qui est publique, ça veut dire n'importe qui يقدر يعرفها, c'est pas un problème. Bob, qu'est-ce qu'il va faire? À la réception de ce message, Bob déchiffre le message grâce à sa clé privée. Ça veut dire même qui peut déchiffrer le message, c'est la personne qui a la clé privée. Ça veut dire s'il y a un attaquant qui est entre une communication entre Alice et Bob, ne peut jamais décrypter ou bien ne peut jamais déchiffrer le message sans avoir la clé privée. Il faut bien noter des choses. Donc, Alice ne pourra jamais utiliser la clé privée de Bob. Ça veut dire Bob n'envoie jamais la clé privée à Alice parce que, comme j'ai dit, la clé privée doit être confidentielle à toutes les entités. Alice n'a pas besoin d'utiliser ses clés personnelles dans cet exemple de chiffrement sans signature. Ça veut dire normalement ici, on va voir que en général, les clés publiques ils sont utilisées pour le chiffrement. On va voir par la suite que les clés privées ils sont utilisées pour le déchiffrement et aussi pour la signature. Une clé privée elle est utilisée pour la signature et pour le déchiffrement. Une clé publique il sera utilisée pour le chiffrement et aussi pour la vérification de la signature. La question est comment une clé publique, je vais chiffrer un message avec une clé publique et il est possible de le déchiffrer en utilisant une clé privée. Tout simplement,
un algorithme asymétrique, il doit prendre en considération parmi les grandes questions, bien les grands problèmes de concevoir d'un algorithme de chiffrement chez l'algorithme de génération de clés. Ça veut dire comment et quelle procédure on peut faire pour générer la clé publique et la clé secrète. Parce qu'il faut savoir que la clé publique, il doit être lié et en relation mathématique avec la clé privée. Mais la connaissance de la clé publique ne permet pas de calculer de manière efficace la clé privée. Ça veut dire le défi de la conception des algorithmes asymétriques, ça veut dire comment on peut trouver des opérations mathématiques ou bien des procédures mathématiques qui permettent d'avoir et de générer deux clés, une clé publique et une clé privée. La première clé, la connaissance de la clé publique, ne donne aucune information sur la clé privée. Mais en utilisant une procédure de chiffrement, en utilisant la clé publique, il est possible que de déchiffrer un message en utilisant la clé privée. Est-ce que ce concept est clair? يعني le défi والصعوبة فين كتجلى فين كنبغيو نديرو la conception d'un algorithme asymétrique, ça veut dire comment avoir une relation mathématique forte entre la clé publique et la clé privée. Et même avec la connaissance de la clé publique, il est impossible d'avoir la clé privée. Exemple d'algorithme célèbre. Donc l'algorithme le plus utilisé actuellement sur Internet, c'est l'algorithme ERSA. Donc, elle est utilisée dans le cas du HTTPS au niveau de BGP, dans d'autres protocoles. Donc, c'est l'algorithme très, très célèbre. Il a été inventé au début des années 80 par Rivest, Chamer et Adelman. Il y a aussi, au niveau de la cryptographie asymétrique, on trouve l'algorithme d'échange des clés Diffie-Hellman qui permet d'échanger une clé secrète sans connaissance préalable des informations partagées entre les deux entités. Donc, pour pratiquer un peu et pour voir l'utilité de la cryptographie en général, on va voir un exemple de l'utilisation de la cryptographie dans le protocole SSH. Mohamed, est-ce que vous pouvez lire? Vous arrivez à voir le TP? Oui, monsieur. Sheyma Sadawi, tu peux commencer la lecture. Il y a le TP. Donc Sheyma a un problème de micro. On chauffe مع Hicham Dalil. Oui, monsieur. Que tu peux lire? SSH est le protocole permettant d'établir une communication chiffrée. On parle par voie de tunnel sur un réseau informatique, intranet ou Internet, entre une machine locale client et une machine distante, le serveur. SSH est le protocole le plus utilisé pour administrer des serveurs Unix et Linux à distance. SSH remplace de manière sécurisée. Telnet, vous pouvez exécuter des commandes depuis un réseau local ou Internet via SSH. FTP, si vous ne souhaitez qu'ajouter ou modifier des fichiers sur un serveur. SFTP est bien plus adapté que FTP. Et d'autres, via le tunnel NIL, on peut accéder à un service réseau en le faisant circuler dans un tunnel SSH pour profiter de toutes les protections qu'il apporte.
Vous pouvez donc sécuriser n'importe quel service grâce à SSH. Ok, donc Ikram, est-ce que vous pouvez continuer la lecture? Oui, monsieur. Ok, tu peux continuer la lecture. HTTP واش كاين في الويب سايت؟ لا مازال ما حطيتوش لكم مازال. D'accord. ما نحطو لكم. Il y a plusieurs façons de s'authentifier avec SSH. La plus courante étant l'utilisation d'un mot de passe associé à un compte Unix ou Linux sur le serveur distant. Cependant, pour une authentification plus sécurisée, il est possible d'utiliser la cryptographie asymétrique qui se base sur l'utilisation d'un paire de clés privées et clés publiques. Dans ce contexte, il est possible de charger une clé privée dans un agent SSH qui la gardera disponible même si celle-ci est protégée par un mot de passe. L'agent gardera la clé en mémoire déverrouillée, rendant son utilisation quotidienne plus aisée. Okay, merci Ikram. On passe à نشوفوا مع عبد العالي حرمات. Est-ce que tu es là عبد العالي؟ عبد العليم. Monsieur عبد العليم. Oui, monsieur, je suis là. احنا 16 ديال حميد Hamid Bourges, est-ce que vous pouvez lire? Oui, monsieur. Continuez donc la lecture. Ce TP, Ce type illustre l'utilisation d'un agent SSH pour gérer les clés privées utilisées pour s'identifier auprès des services SSH sur ordinateur sur Linux. L'objectif est de permettre à un utilisateur d'utiliser SSH pour authentifier en toute sécurité depuis le client vers un serveur local, puis depuis le serveur local vers un serveur distant, sans fournir ni mot de passe ni phrase de passe. Après la configuration initiale et l'initialisation d'un SSH agent. En effet, l'utilisation d'un agent SSH évite donc d'avoir à retaper la phrase secrète à chaque fois que l'on sollicite de l'utilisation de la clé privée. Ok. Est-ce que c'est normalement, les parties les dernières jusqu'à présent, le SSH c'est quoi? Donc normalement le SSH c'est un protocole sécurisé qui permet de, à la place d'utiliser Telnet ou bien d'autres protocoles tels que FTP, donc c'est mieux d'utiliser le SSH. Pour se connecter à une machine en utilisant SSH, il y a deux techniques ou bien deux mécanismes d'authentification. Imma كنستخدموا un mot de passe, ou bien le deuxième mécanisme qu'on désire appliquer dans ce TP, c'est en se basant sur la cryptographie asymétrique. Même en se basant sur la cryptographie asymétrique, parce qu'on a vu la partie de cours, la cryptographie symétrique nécessite l'utilisation de deux clés. Une clé publique et une clé qui est privée. Ça veut dire à la place d'utiliser un mot de passe, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la clé privée pour garantir une authentification qui est plus forte. Parce que toujours, l'authentification à base de la cryptographie asymétrique, c'est plus sécurisé qu'une authentification à base d'un mot de passe. OK. Merci Hamid. Ahmed Al-Khaït, est-ce que tu es là? Oui. Tu peux lire, continuer la lecture. Donc, à bien noter. À bien noter, pour réaliser le TP, il est nécessaire d'avoir une certaine familiarité avec la ligne de commande Linux, les bases du système de fichiers et la capacité de localiser et d'éditer un fichier. La partie 2 du cours en ligne reprenait le contrôle à l'aide de Linux, présenter les bases de manipulation de la console et des fichiers sous Linux. Premièrement, la tâche. Donc, les gens qui m'ont vous avez ici un lien vers un cours très intéressant. Les gens
qu'ils trouvent qu'ils ont quelques difficultés. Parmi, vous avez remarqué que les TP, on utilise beaucoup le système d'exploitation Linux et déjà la majorité des outils de sécurité ou bien les outils réseau. Donc, il faut se familiariser surtout avec la ligne de commande et aussi les bases du système de fichiers. Donc, la première tâche ici, c'est le lancement et l'exploitation de TP. Donc, normalement, vous devez démarrer l'Abtainer et vous allez taper l'Abtainer SSH, donc agent, okay, pour démarrer le TP. La première fois, cela va prendre quelques minutes parce que l'Abtainer, il va télécharger. Donc, puisque normalement, j'ai déjà démarré le TP, il ne va pas prendre assez de temps. Mais au départ, pour vous, je vais dire de la commande de l'Abtainer SSH Agent, cela va prendre un peu de temps pour télécharger les conteneurs. Une fois il fait le téléchargement, vous allez cliquer sur le Press Enter. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Il va vous donner le terminal vers une machine cliente. Okay? On va revenir au TP. Normalement, quelle est l'architecture de ce TP ou bien la topologie de réseau? Nous avons une machine cliente, un serveur et un serveur qui est distant. Comme vous avez un composant client, un serveur local. Comme vous allez voir, le serveur a deux interfaces ou bien deux interfaces réseau. Première interface connectée au client, la deuxième interface connectée à un serveur distant. Donc, lorsque vous démarrez le TP, vous obtiendrez un terminal virtuel connecté au client. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer d'utiliser le programme SSH pour vous authentifier sur le serveur local, puis sur la serveur distant nommé Write Grab. Okay? L'ID utilisateur et le mot de passe sont Ubuntu. Pour faire cette opération, c'est très simple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper la commande SSH et vous allez taper serveur. OK. Entrée. J'ai déjà créé normalement, j'ai déjà fait le. Donc, je vais faire une chose. Je dois faire le restart de l'Abtainer. Je dois faire le stop lab au départ parce que j'ai déjà créé les clés. Stop lab. Normalement, quand vous allez faire cette opération, je n'aurai attaque. Directement, quand vous avez tapé SSH serveur, je n'aurai attaque. Vous allez entrer le mot de passe sur Ubuntu. Donc, le nom d'utilisateur ou Ubuntu et le mot de passe ou Ubuntu. Il faut faire attention à une chose. Quand vous allez lancer, قبل ما تلانسيو le TP, خصنا ضروري نديروا واحد لا كوموند لان راه كنا هضرنا عليها في لو تي بي الاول وفي لو تي بي الثاني. ضروري كيخصنا شنو باش تكون عندنا اون كلافيي كي ازيرتي. ضروري كيخصنا نطابيو لا كوموند set xkm map fr باش تولي عندنا اون. سينو باش ما يوقعش لك مشكل فاش كون vous allez taper le mot de passe Ubuntu. Donc, la première chose, on va utiliser le programme SSH pour se connecter au serveur. Après la connexion au serveur, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez taper SSH, le nom de le serveur, write grab, pour s'authentifier au serveur. باش نعرفوا بانهم كاينين هاد لي سيرفور. مثلا الا مشيت مثلا لادريس ديال je vais refaire le l'Abtainer SSH agent. Donc normalement باش كنعرف بان اون فوا يكون عندي هاد
le console ou bien le terminal du client, je peux pinguer l'adresse 162.20.0.3. Donc, normalement, le ping est 2. Aussi, au niveau le serveur, il est possible quand je vais connecter en utilisant SSH serveur et je tape le mot de passe Ubuntu. Une fois je me connecte sur serveur, il est possible d'utiliser SSH pour se connecter au serveur distant qui s'appelle RitzGrab. Je vais vous montrer l'opération. Ok, donc l'adresse. Donc je vais ping 172 le 20. Donc 172 20 02 20 02. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Normalement, ça permet de pinguer sur la machine serveur. Une fois je vais faire le SSH serveur, entrer la passphrase. Donc on a déjà j'ai créé les clairs. Qu'est-ce que vous remarquez? Une fois normalement on a déjà la clé secrète parce que déjà j'ai effectué le lab. Donc normalement بالنسبه لكم نتوما شنو غيعطيكم entrer le mot de passe اللي غتكتبوه هو Ubuntu. Une fois vous tapez sur Ubuntu, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que j'ai fait? فين كنا في la machine client. OK, فين ولينا دابا في la machine serveur. باش نعرف donc if config, qu'est-ce qui va me donner باش كنعرف la machine انا فين كاين. Voilà, normalement l'adresse IP ديال السيرفر. l'adresse IP شنو غنلقى؟ combien شنو هما les adresses تاعنا؟ شنو غنلقى les deux interfaces. Le premier interface le 172.20.0.3, elle est connectée à où? Elle est connectée au serveur distant RitzGrab, OK? Et l'adresse 172.20.0, donc la deuxième adresse. Donc le broadcast, c'est la deuxième adresse. OK. La deuxième, le 102. Normalement, ils doivent avoir le 100. OK, le F. C'est bien. Il y a donc a dit le Internet, on pense qu'il y a une petite erreur. Le 20.0, qui a une erreur. Mais c'est pas grave, Une fois que vous connectez sur le serveur local, on peut connecter au serveur distant. كيفاش ممكن كونيكتيو ليه؟ اما en utilisant l'adresse IP ou bien le nom ديالو RitzGrab. Je tape SSH RitzGrab. Ou bien je vais taper donc le Ritz. Je pense une erreur. RitzGrab. OK. C'est bien. Bon, qu'est-ce que vous remarquez? Une fois, je vais essayer de se connecter. Il va me donner le mot de passe. Le mot de passe, comme j'ai dit toujours, c'est Ubuntu. Donc, Ubuntu. C'est incorrect. Ubuntu. C'est bien. Qu'est-ce que vous remarquez? Après, quand on tape le mot de passe, il faut faire attention qu'il faut mettre les coms. Il ما كانش عندي إلا ما درتش في le TP. Donc si j'effectue pas le code هذا, donc on a déjà pour transformer le clavier en AZERTY راه غيكون عندي اشكال فاش غنبغي ندخل لي مو دو باس غيكون ديما يطلع لي اون ايرور. لوريجين ديال ليرور ان خاصني اون فوا جو ديمار لان l'obtainer il fonctionne sur une clavier qui est américain, ça veut dire QWERTY. Okay. Vous allez remarquer, on est connecté au serveur distant. Il a donné fconfig. Qu'est-ce qu'on va voir? Normalement, nous avons donc l'adresse le serveur distant, le
72.30.0.5. Là, vous allez trouver, voilà, dans le TP. Comment on peut revenir? Donc, on est dans cette... فين كاين حنا في هاد la machine. إلا بغينا نرجعوا en arrière, qu'est-ce qu'on va faire au le serveur? شنو غنديروا? Ce qu'on va faire, كنرجعوا toujours. السيرش السيرفر مين؟ لا كيخصنا نديروا exit. premier exit فين كتدينا؟ رجعنا permet ترجعنا للسيرفر. Le deuxième exit, qu'est-ce qu'il va faire? ترجعنا للكليون. Pour tester واش رجعنا للكليون, toujours if config. Qu'est-ce que vous remarquez? Normalement, l'adresse IP du client, c'est ça. Donc, c'est 172.20.0.2. OK, donc, ça, c'est une étape. Vous devez faire le TP. Par la suite, quelle est l'étape suivante? C'est la génération et copie des clés. Utiliser la commande SSH keygen en utilisant l'algorithme ERSA. On va faire cette commande. Donc keygen, donc la commande suivante, donc le SSH keygen, donc SSH keygen T ERSA. Ce que vous allez remarquer, la première fois, je n'aurai atteint une entrée. Donc, je vais vous donner enter file in which to save the key. Je vais cliquer, je vais laisser le fichier par défaut. Oui. Do you want to overwrite? Je vais faire yes. Normalement, tout le monde regarde comme j'ai le message overwrite parce que j'ai déjà réalisé cette opération. Donc, vous devez faire normalement yes. Enter passphrase. Ça, c'est une étape qui est très, très critique. Donc, lorsque vous êtes invité à saisir une phrase secrète ou bien phrase passe, indiquez une et notez-la. يعني خاصنا ضروري نعقلوا عليها. Sinon, c'est impossible de se connecter là. ما بقيناش عاقلين على هذيك la phrase. علاش كنسميوها une phrase secrète ou bien passphrase? Donc, à la différence d'un mot de passe, une phrase secrète contient généralement un nombre important de caractères. Dans une phrase secrète, نقدروا نديروا l'espace, نقدر تكون n'importe quelle longueur. Et en général, dans le choix في la cryptographie, ما كنستخدموش بزاف les mots de passe, mais en général كنستخدموا la notion de passe-phrase ou bien de phrase secrète. علاش هاد les phrases secrètes؟ لأن كيقدروا يكونوا طوال. Et en général, في la cryptographie, on a besoin لأن en se basant sur cette clé-là, que votre clé, il sera stocké. لأن كيف ما قلنا la sécurité d'un algorithme de cryptographie asymétrique, elle est basée sur la sécurité de quoi? Sur la sécurité de la clé privée. C'est pour cela, même la génération d'une clé privée, le stockage dans votre système, mais on ne va pas le stocker au format clair. Est-ce que c'est clair ce concept-là? Parce qu'il y a maintenant la génération système avec la clé privée, باش ماشي كتستوكا en format clair. باش اي attaquant يقدر يعرف هذيك l'information. إلا جا مثلا هز هذاك le fichier ديال la clé, ça veut dire il sera stocké en utilisant, donc normalement il sera en format chiffré. Derrière cela, il y a un algorithme de chiffrement symétrique. Une fois que tu tapez la clé ou bien la phrase secrète, maintenant vous devez choisir une phrase secrète, okay? Et vous tapez entrée. Il va vous demander d'entrer une autre fois la phrase secrète. Et qu'est-ce que vous remarquez? Donc normalement, le système donc de key generation, il va générer un paire de clés. Donc ID ERSA, c'est la clé privée, et le ID ERSA pub, c'est la clé publique. Et vous remarquez ici le chemin les clés ديالنا فين كاينين كاين génération. غنلقاوهم في home ubuntu.ssh. Donc ça c'est un dossier caché. ID ERSA. La même chose toujours فين كاين عندنا le dossier de .ssh كاين عندنا في ubuntu home. Et si vous allez remarquer une chose très importante, c'est 2048. Qu'est-ce que cela veut dire à 2048? C'est la taille de la clé.
normalement, parmi les paramètres de sécurité d'un algorithme de chiffrement, ou bien d'une clé secrète en général, c'est la sécurité des algorithmes modernes, il est basé sur la clé, sur une clé secrète. La taille de cette clé, باش ما كتكون كبيرة هذيك la taille ديال la clé, باش ما كيكون عندنا une sécurité qui est très important. Au niveau مثلا في l'algorithme ERSA, actuellement, la taille de la clé qui est recommandée, c'est 2048. C'est le minimum recommandé actuellement. Okay? Pourquoi? Parce que ERSA, il se base sur la factorisation, le problème de factorisation. Et si on utilise des tailles de clés de 1024, donc ce ne sont pas recommandés. C'est pour cela que vous avez vu automatiquement le programme, le paramètre de la clé. Le paramètre par défaut, c'est la création d'une clé avec une taille qui est 2048. Et vous allez aussi remarquer qu'il y a une SHA 256. C'est quoi le SHA 256? C'est tout simplement, c'est une fonction de hachage. On va voir par la suite quelle est l'utilité d'une fonction de hachage. Revenons toujours. Comme j'ai dit, pour choisir quelles sont les recommandations de sécurité pour le choix d'une phrase secrète, il doit être assez long pour être difficile à deviner. Et surtout, la sécurité de la clé privée, elle est basée sur la clé secrète. N'est pas une citation, il doit être pas une citation célèbre de la littérature, des livres. Il doit être difficile à deviner même pour quelqu'un qui connaît bien l'utilisateur, est facile à retenir et taper avec précision, n'est pas réutilisé sur d'autres sites, sur d'autres applications ou d'autres objets à protéger. Après cela, qu'est-ce que vous allez faire? Normalement, l'étape suivante, il faut copier la clé publique dans le fichier de la clé de l'autorité autorisée du serveur. Et pour permettre la communication en utilisant cette clé, cette cryptographie asymétrique, on doit taper cette commande qui permet de faire quoi? Il permet de copier, de faire quoi? De copier la clé publique. La partie publique elle est stockée dans le dossier SSH IDRZA pub. On va le copier dans le serveur. Une fois l'opération réalisée, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, une fois normalement, on fait cette opération de copier ce fichier. On va faire donc essayer de faire cette opération. Je vais essayer de le faire avec vous. Donc, SSH copy ID. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Ce qui est là. Donc, source of key to be installed. Il va chercher فين كاينين عندنا هذوك les clés. يعني كيمشي le dossier par défaut. Surtout, n'essayez pas de modifier le dossier par défaut. OK, il va essayer de l'installer, de le copier. Au fin après la réalisation de cette commande, on est dans le serveur dans la machine du serveur local. On va taper le mot de passe Ubuntu. OK. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Je nous donne number of key added. Okay. 1. Now try logging into the machine with SSH server and check to make sure that only the key you wanted were added. Une fois on a copié la clé, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est facile de faire SSH server. Maintenant, je n'aurai entrer le mot de passe. Entrer la passe-phrase de la clé privée. Rentrer la passe-phrase de la clé privée. Et maintenant, vous allez remarquer, on a arrivé à réaliser une authentification à base de la cryptographie asymétrique. La clé publique, on a réalisé une authentification. Ça veut dire on a envoyé pour s'authentifier. L'utilisateur, le serveur maintenant,
la clé publique le client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le client, il peut envoyer un message signé avec sa clé privée et le serveur pour authentifier le client. Il va utiliser la clé privée du client pour vérifier la signature. Il a la signature exacte. Il va permettre d'autoriser l'authentification. Sinon, il y a un autre utilisateur ou là, un attaquant qui essaie de se connecter. Normalement, un autre attaquant va avoir la clé privée du client. Maintenant, après la réalisation de cette étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pendant que vous êtes donc vous allez faire le SSH serveur. Pendant que vous êtes toujours en session sur le serveur, vous allez maintenant copier votre clé. Donc vous devriez maintenant pouvoir utiliser SSH du client vers le serveur sans fournir la passphrase, bien que vous soyez invité à entrer la phrase secrète que vous avez fournie pour protéger la clé privée. Donc, pendant que vous êtes toujours en session sur le serveur, vous allez maintenant copier votre fichier de clé autorisé sur le serveur write grab. Ça veut dire toujours en utilisant, donc on va essayer de copier cette commande. Qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre de copier, d'utiliser le programme SKP pour copier. Donc, je vais essayer de copier ça. Où on va copier ça? On va copier dans le serveur distant. Automatiquement, qu'est-ce que vous remarquez? Après l'opération, l'exécution de cette commande, donc le serveur distant nous demande le mot de passe. Donc toujours Ubuntu. Et c'est bien. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a ajouté les clés du client. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Donc, par la suite, cela ordonne au service SSH du serveur RightGrip d'accepter la preuve de possession de la clé privée correspondante comme base pour authentifier l'utilisateur. Notez cependant que la clé privée n'existe jamais ni sur le serveur local, ni sur le serveur RightGrab. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a réalisé une communication à base de l'authentification à base de la cryptographie asymétrique en utilisant SSH. La troisième tâche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démarrer un agent SSH. Qu'est-ce qu'il va faire de l'agent SSH? À la place de taper la clé ou bien la passphrase chaque fois, on peut sans taper ni du passphrase. Donc, si vous remarquez normalement ici un agent SSH, comme j'ai dit l'introduction du TP. Donc, l'objectif d'un agent SSH, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de répéter la phrase secrète à chaque fois qu'on sollicite l'utilisation de la clé privée. Donc, ça, c'est l'objectif de cette troisième étape. Donc, utiliser la commande exit pour revenir au terminal du client. Donc, ici, le terminal du client exit. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, utiliser ces commandes pour démarrer un agent SSH. La première commande, vous allez démarrer l'agent SSH. Okay, donc, vous allez donc taper cette commande. Qu'est-ce qu'il va permettre? Le SSH agent va démarrer l'agent SSH et vous remarquez le PID, le process ID diallo, c'est 278, c'est 268. Donc le numéro du process ID. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Le SSH add. Donc qu'est-ce qu'il va faire cette commande? Notez que l'argument de la commande eval, il est encadré par un accent inversé. Donc qu'est-ce qu'il est le rôle de cet accent inversé? Donc lorsque vous êtes invité, indiquez la phrase de passe utilisée pour protéger votre clé privée. Donc, quand j'ai la commande SSH add pour ajouter le service SSH
à l'agent, donc SSH add. Qu'est-ce que vous remarquez? Une fois on fait le SSH add, qu'est-ce qu'il demande? Il demande d'entrer la passphrase afin d'autoriser l'utilisation de la clé privée qu'on a déjà générée pour le client. On tape la phrase de la clé privée. Vous remarquez, l'agent, on a arrivé à ajouter une identité fine l'agent SSH. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, puis SSH au serveur local à nouveau, vous deviez pouvoir le faire sans fournir de passe secrète. Maintenant, on va revenir SSH serveur. Normalement, je l'agent SSH, on était obligé à chaque fois on désire se connecter au serveur SSH en se basant sur la cryptographie asymétrique, car on doit entrer la passphrase. Qu'est-ce que vous remarquez maintenant? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Monsieur, le serveur n'a pas demandé de taper le mot de passe. C'est la clé. ماشي le mot de passe. خاصنا نفرقوا ياك le passe phrase. خاصنا نفرقوا ما بين le mot de passe. وكاين عندنا le passe phrase. هذا le passe phrase il est utilisé pour sécuriser la clé privée. OK? Et comme j'ai dit, la clé privée elle est stockée sous format chiffré. Mais le problème, si on désire se connecter vers le serveur distant, le nom, le nom, donc le serveur distant, le write grab. Si on désire se connecter au serveur distant, qu'est-ce que vous remarquez? مازال كيعطينا le mot de passe. Ça veut dire ici, on va voir la tâche suivante. Qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Donc, la tâche suivante, il va permettre d'essayer de permettre l'accès à write grab, mais sans utiliser ou bien sans demander le mot de passe. Donc, l'accès, comme j'ai dit, à write grab à partir du serveur local nécessite toujours un mot de passe, car le serveur local n'est pas en mesure de prouver que l'utilisateur demandeur possède la clé privée. Donc, nous pouvons remédier à cela en quittant le serveur local pour revenir au terminal client et en redémarrant la session SSH, mais avec l'option A. La session du client, on va faire exit. Donc, exit. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le démarrage, le protocole SSH, qu'est-ce qu'on va faire? Si on désire se connecter au serveur, on va utiliser l'option A. Donc, SSH, l'option A, qu'est-ce qui va permettre cette option? Donc, normalement, cette option-là, il va permettre le transfert de la connexion de l'agent SSH. Donc, lorsque vous connectez en SSH à un autre distant qui reconnaît la clé publique. Donc, l'agent SSH sur les clients sera utilisé pour prouver la possession de la clé. Vous devriez maintenant pouvoir, si on désire se connecter au serveur distant, on va cliquer SSH write grab. Et qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Mademoiselle Wafa? Mademoiselle Wafa? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous avez remarqué après cette commande? شنو كاين عندنا؟ كنتي متبعة معايا ولا لا؟ Oui, monsieur. شنو لاحظتي في هاد الأخير كوموند اللي درت؟
Wesh, le serveur distant, est-ce qu'il a demandé un mot de passe? Non, monsieur. Donc automatiquement شنو درت une fois درت SSH read grep راه دخل لي la session ديالي sans demander du mot de passe. Pourquoi? Parce que là درنا l'option A qui permet de faire le forward ديال l'authentification en se basant sur une clé privée ou bien sur la cryptographie asymétrique. Donc ça c'est l'étape au niveau de l'étape 4. Okay. Donc, l'étape 4, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez utiliser un fichier de configuration SSH pour activer le transfert de l'agent. L'objectif, tout simplement, c'est de créer un fichier de configuration. Donc, le programme fait référence à un fichier nommé config. S'il n'existe pas, pour obtenir les valeurs par défaut. À chaque fois, l'option A, il est préférable d'utiliser un fichier de configuration dans laquelle il faut taper les informations suivantes. Une fois réalisé le fichier, créer ce fichier-là, on peut faire la connexion sans utiliser d'une manière explicite le paramètre "-a" majuscule. Donc, une fois vous avez réalisé cette étape 4, vous allez terminer le lab en utilisant le stop lab. Une fois vous terminez le lab, il sera généré un fichier zip SSH agent. Donc vous allez envoyer ce fichier compressé et le compte rendu de TP qui doit être de la forme suivante: TP4 nom prénom à l'adresse électronique. L'objet de l'email, donc M, donc le nom du module, le nom de TP, votre nom et votre prénom. Et normalement, avec le travail, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, avec votre travail, je fais le check work. Donc, une fois que je fais le check work, je peux vérifier qu'est-ce que vous avez réalisé. Les étapes ou bien les tâches que vous avez réalisées ou les tâches que vous n'avez pas réalisées. Donc, maintenant, je vais attendre la génération de fichier zip. Remarquez, vous avez déjà donc le labtainer XFL, vous allez trouver les TP que vous avez effectués. Donc, result store in directory. Donc, maintenant, donc, le programme essaie de vérifier et évaluer comme vous avez remarqué, qui a atteint le nom de l'étudiant. Atteint le nom de l'étudiant qui a réalisé. Est-ce que l'agent connection, est-ce qu'il a été réalisé avec l'agent? Yes. Mais مازال ما قديناش le configuration file. Ça veut dire qu'il y a deux grandes étapes dans ce TP: agent connection and configuration file. أي حاجة مثلا ما كانش que vous n'avez pas réalisé كتطلع لي هنا vide. Ça veut dire vous n'avez pas la réalisé. Une opération qui a été réalisée كتطلع لي بأنه c'est Y, ça veut dire l'opération a été bien réalisée. Donc je vais vous donner donc peut-être pour réaliser le TP 45 minutes كافياكم. Vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Comme 45 minutes. Bien. D'accord. Yalla, donc on va prendre un petit pause de 45 minutes. Essayez de réaliser normalement le TP. واش غتحط لو تي بي في Oui, غنحطو لكم. Après, on va terminer la séance. Donc, s'il y a quelqu'un qui a quelques problèmes, je vais rester online. Donc, vous pouvez me contacter en privé. C'est bien? Monsieur, Oui. واش دابا هاد 45 minutes واش غنديرو فيها حتى الكونت روندي؟ الكونت روندي خليوه حتى من بعد. قد بعدا دير هاد لي زيتاب اللي درت انا، حاول تقدهم شويه وتشوف فاميلياريزي، تشوف داكشي كومون لا جينيراسيون ديال لي كلي، وديك الساعه على خاطركم لو كونت روندي حتى لا سيمين بروشين. اوكي مسيو. سي بيان. وي صافي مسيو. Maintenant, d'abord, باش تشوفوا واش كاين اسكيليا
des difficultés, est-ce qu'il y a des problèmes, من بعد ديك الساعة, le compte rendu, vous allez le faire à tête reposée.